est peut-être fait. Donc maintenant, c'était pour l'Europe dans tous les cas, c'est un djihad pacifique. Et l'Europe s'est soumise en effet à ce djihad pacifique. Un djihad pacifique. Voilà. Mais pour les autres peuples de la dimitude qui ont été conquis sur 3 continents, parce que le djihad s'est étendu sur 3 continents, dont une grande partie européenne, les populations de la dimitude ont été soumises par la guerre, et une des guerres les plus féroces qui soit. Donc, qui comptait aussi de nombreux génocides, parce qu'à l'époque, de toute façon, quand on faisait des guerres, on faisait aussi beaucoup de génocides. On n'avait pas encore les lois de Genève, n'est-ce pas ? Est là, avant de répondre à ma question, puisque vous avez commencé par la dimitude, donnez-nous une définition presque juridique de ce qu'est la dimitude pour que l'on comprenne bien de quoi l'on parle. Ah oui, c'est très important parce qu'en fait, maintenant, ce qu'on appelle les souverainistes en Europe et les mouvements qui combattent pour maintenir leur culture et leur liberté sont en fait en train de se battre contre la dimitude. Mais ils ne le savent pas parce qu'ils ne connaissent pas les lois de la dimitude, ils ne connaissent pas l'histoire de la dimitude et par conséquent, ils ne réalisent pas de fait les buts vers les buts auxquels ils aspirent en se battant pour la liberté. Il est très important, en ce moment de djihad globalisé et de dimitude également qui s'étend, il est très important que les populations, les mouvements souverainistes prennent conscience de ce que c'est que la dimitude pour qu'ils comprennent contre quoi ils se battent. Quelle est la définition qu'on pourrait apporter à cette dimitude-là, très précisément ? Voilà. Alors, la dimitude est la conséquence des lois du djihad. Parce qu'on compare souvent le djihad avec les croisades, c'est pas du tout pareil. Les croisades, c'était des guerres circonstancielles. Le djihad est une guerre qui a une idéologie théologique et des lois théologiques aussi, qu'on peut pas mener n'importe comment. Et qui, on a fini depuis très longtemps avec les croisades, par exemple, mais avec le djihad, ça continue depuis 13 siècles. Et ça n'a pas été aboli encore, puisque nous voyons encore le djihad en Afrique. Et le djihad pacifique en Europe, enfin pas toujours pacifique parce qu'il y a il y a quand même du terrorisme qui fait partie aussi du djihad. C'est une des tactiques, la sécurité des populations non musulmanes, mécréantes, qu'on veut faire rentrer dans le système de la dimitude. Alors qu'est-ce que c'est quand le djihad est triomphant sur une terre une terre non musulmane, eh bien ces populations sont soumises à certaines règles qui sont inscrites dans la charia et qui sont d'ordre théologique. Qui se réfèrent à des hadiths, à des opinions de Mahomet, selon la littérature, n'est-ce pas, la littérature traditionnelle. Beaucoup de musulmans rejettent tout cela. Et ce n'est pas maintenant, ce n'est pas accepté par l'ensemble du monde musulman. Mais pour les musulmans traditionnalistes, la dimitude doit être appliquée parce que c'est une obligation pour les musulmans d'appliquer les lois de la charia et qui sont parfaites, qui expriment la justice d'Allah et donc elles doivent être appliquées. Donc voilà. Alors le conflit que nous avons aujourd'hui, c'est d'abord sur le plan du djihad et sur le plan de la dimitude, parce que les peuples dhimmis, donc ceux soumis aux lois de la dimitude, qui sont dans la charia, doivent être soumis à l'islam. D'accord. Et donc, je reviens à ma question initiale. Oui. Cette initiative du Conseil de l'Europe de promouvoir le hijab, le voile islamique, est-ce que cela fait partie, dans le fond, d'une expression de cette dimitude dont vous nous avez expliqué les ressorts ? Ça fait partie, oui, mais ça fait pas partie de la dimitude parce que c'est un choix. Il n'y a pas eu une guerre. Le Conseil de l'Europe a fait le choix, avec le Conseil européen, de créer une nouvelle civilisation
qui réunirait les deux rives de la Méditerranée, le nord et le sud, pour ne pas parler de l'Europe judéo-chrétienne. Il ne faut pas parler non plus du judéo-christianisme. Ça fait partie du lexique des mots interdits. Donc, interdit par interdit par le monde musulman qui n'accepte pas que le judéo-christianisme, parce qu'il considère que le christianisme est une déformation de l'islam, mais que ce n'est pas que le judaïsme n'est pas qui n'est pas issu du judaïsme. Voilà, donc c'est le choix du Conseil de l'Europe et de l'Union européenne, c'est de refuser à tout prix les guerres, après les 2 guerres mondiales, d'établir la paix, et donc la paix avec le monde musulman. Et comment établir la paix avec le monde musulman? Par une hybridation des civilisations ou des populations européennes avec le monde musulman. Et ce que nous voyons maintenant, c'est cette hybridation, cette fusion, cette symbiose de ces civilisations, afin aussi d'entrer dans le monde de la globalisation. Et alors, ceci nécessite la destruction de la notion de la notion d'État-nation. Il faut détruire les nationalismes pour pouvoir permettre l'accueil de l'autre, de l'altérité, donc le monde musulman en Europe. Et c'est ce que fait le Conseil de l'Europe en acceptant le hijab. Donc accepter cette altérité, s'ouvrir à l'arrivée de l'islam en Europe pour transformer l'Europe, la libérer du judéo-christianisme, comme disaient les nazis, qui étaient opposés au judéo-christianisme. Et donc, aller dans le mouvement qui a été commencé en 1974-73. C'est ça. Vous expliquez qu'en 1973-74, après la crise pétrolière, enfin, vous allez me dire si je résume mal, l'Europe, dans le fond, a acheté sa sécurité pétrolière, mais sa sécurité tout court, en faisant des concessions unilatérales au monde musulman. C'est bien ceci, à travers des textes, parce qu'on vous reproche beaucoup d'être complotiste. Voilà les textes. Voilà une lettre de Mesmer, ici, sur le papier Rabia, qui décrit ce que je veux vous dire, je termine. Ce que je veux vous dire, c'est que votre analyse n'est pas une analyse intellectuelle, c'est une analyse factuelle. C'est-à-dire que vous regardez les textes qui ont été produits. C'est bien ceci. Voilà. Alors, et ma question est, pourquoi est-ce que l'on refuse d'abord de vous entendre, et pourquoi l'on refuse de lire ces textes-là? Parce que tout est parce que je les ai lus, ces textes, en effet, et tout est dedans, tout est inscrit déjà. Et donc, expliquez-moi pourquoi, si vous avez une explication, à ce déni, à cet aveuglement-là. Mais parce que l'Union européenne et le Conseil de l'Europe s'opposent au mouvement souverainiste. Toute cette politique de fusionnement qui a été établie par différents instruments qui sont très importants. Alors ça, ce que vous nous montrez, c'est l'ICESCO, c'est ça? Non, ça c'est le dialogue entre les peuples et les cultures dans l'espace euro-méditerranéen, qui a été à la base de la fondation Anna Lindh, qui était une très importante fondation, qui a déterminé, dans ce texte-là que je vous conseille de lire, le formatage culturel de l'Europe dans laquelle nous vivons maintenant. Tout ce que les mouvements souverainistes dénoncent aujourd'hui est indiqué là-dedans comme politique à suivre. Et quels sont les instruments qu'il faut appliquer, poursuivre, pour formater les populations européennes et les amener à modifier leur comportement et à accepter, pour la paix, à accepter d'une certaine façon de mourir, d'abandonner leur propre culture et de fusionner
dans la mixité avec le monde arabo-musulman. De fusionner dans une sorte de multiculturalisme. Enfin, on peut dire que le multiculturalisme est un peu l'argument central qui permet cette grande fusion des civilisations. Mais c'est bien ceci. Hein. Oui, c'est le multiculturalisme, c'est le relativisme des valeurs. Par exemple, c'est le directeur général de cette fondation qui a déclaré en 2004, j'ai oublié son nom, c'est un nom allemand un peu compliqué, qui a déclaré en 1944 qu'on ne devait plus parler de la culture française ou allemande, mais de l'expression culturelle en France, en Allemagne. Je vous dis cela parce que j'ai remarqué que ce point avait été soulevé ici à CNews et que Mathieu Bock-Côté s'indignait à ce sujet. Mais c'était inscrit là-dedans, déjà en 2004. Oui, il faut lire ces textes. Il faut lire tous ces textes qui sont très importants. Je les cite dans mon livre que vous avez cité. Il y a ici en particulier l'Alliance des civilisations, également, qui établit justement... qui établit ce fusionnement entre le monde, parce que c'est son but, ils le disent dans leur prologue, l'alliance et la fusion entre le monde musulman et le monde occidental pour empêcher le conflit des civilisations. C'est ça. Contre ce que disait donc Huntington. Voilà, donc ça, ces éléments sont très importants. Est-ce que l'Occident, malgré tout, a des forces intimes pour résister? Enfin, l'Occident. Mais il ne veut pas résister. Je ne parle pas non pas les structures occidentales représentées par l'Union européenne. Vous avez expliqué qu'en effet, elles étaient faibles. Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'au cœur même des peuples occidentaux, des peuples européens, il y a cette résistance qui pourrait intercéder? Il y a en Italie, il y a en Hongrie, il y a en Pologne. Oui. La Hongrie qui pendant 2 siècles a été occupée par les Ottomans. Il y a, bien sûr, il y a dans différents pays. Et en France, vous voyez en France? En France, oui, bien sûr, il y a en France maintenant. Donc il y a ces mouvements-là, mais ils sont extrêmement combattus, comme moi j'ai été combattue, comme j'ai été criminalisée, vilipendée, mise au banc de la société. Donc bien sûr, c'est un combat à mener si l'on veut maintenir nos valeurs, les valeurs du judéo-christianisme, de liberté et d'égalité des êtres humains. Je dois dire que beaucoup de musulmans nous rejoignent dans ce combat, parce que c'est un combat pour des valeurs universelles. Donc c'est important de comprendre que ce monde de mixité et comment dire, dictatoriale de l'Union européenne n'est pas approuvé par l'ensemble des musulmans, bien au contraire. Marie-Estelle, vous avez une question? Je vous en prie, merci à vous, au contraire. Ce qui est intéressant, c'est d'observer que finalement le mécanisme là qui se met en place, on peut faire des parallèles avec la manière dont la dictature sanitaire s'est instaurée, puisque en fait le prérequis de base, c'est la peur. Quand on a peur de la guerre, on a peur du virus, on se soumet avant même d'avoir combattu. En fait, on nous parle de guerre pour le Covid, mais on est allé se coucher. Hein. On ne s'est pas battu en réalité. Et donc à partir du moment où les gens ont peur, sur un terreau en plus en Occident, où quand même depuis 30 ou 40 ans, on a remplacé les valeurs, notamment les valeurs de la liberté, de la transmission aux enfants, etc., par le confort à tout prix, la sécurité à tout prix, être rassuré sur ma peur de la mort, être rassuré sur ma peur du chômage, être rassuré. On renonce à ces valeurs au nom d'un confort. À partir du moment où on consomme et où le lien affectif, le lien culturel n'a plus de valeur, on est prêt à tout accepter. Et on est dans un reniement de soi. Et je pense que depuis la Deuxième Guerre mondiale, la peur de la guerre a généré un trauma sidérant qui est allé jusqu'à la haine de soi. Et quand il y a la haine de soi, on ne veut pas voir, on est dans le déni. Et le déni du réel, c'est que imposer la charia ne pourra jamais être compatible avec la démocratie et la République. Jamais, c'est en tout point opposé.
Voilà. Et donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a un exemple, comme j'ai eu ce matin, de femmes qui rentrent dans une salle de sport en demandant que les hommes sortent et qui veulent organiser un salon du mariage musulman où les hommes sont interdits. Mais imaginez une seconde qu'on organise un salon du mariage sans femmes. Alors, c'est peut-être la fin du divorce, un salon du mariage sans hommes et un salon du mariage sans femmes. Imaginez qu'on organise un salon, un événement, une salle de sport interdite aux femmes